Donc, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à ce webinaire qui sera présenté par le professeur Jacques Sizun. Tout d'abord, on voulait vous introduire dans quel cadre ce webinaire s'inscrit. Il fait partie d'un projet européen qui s'appelle Prenat Hub, donc qui est une communauté collaborative et éducative autour d'une problématique prioritaire qui est donc la prématurité. Nous avons plusieurs objectifs avec ce projet. Donc c'est de co-construire des ressources et des outils à travers 5 grandes communautés d'acteurs professionnels et de parents et de familles, à partir d'échanges de pratiques, d'expériences et aussi pour pouvoir détecter des besoins. L'idée est d'essayer d'apporter une réponse plus efficiente aux problématiques de prématurité au travers de différents de 5 pays partenaires. Donc, nous avons 3 objectifs principaux. Le premier est de créer des communautés autour de cette thématique-là, donc des communautés du soin, du social, de l'éducatif, de la formation aussi. Et ensuite, donc, avec cet ensemble de communautés, l'idée est de créer un écosystème autour de la prématurité et de le modéliser, de renforcer l'éducation et la formation et de mutualiser les ressources et les réponses qu'on pourra obtenir. Le deuxième objectif, donc, est de créer un module de formation, un module court d'une semaine, sur les bases de connaissances de la prématurité, une formation donc basée sur des compétences et des pratiques, ayant pour cible les professionnels qui ne sont pas en première ligne, donc ceux du social, de l'éducatif, les bénévoles, etc. Et le troisième objectif est de créer un MOOC, donc un outil d'information mais aussi de formation pour restituer l'expérience Prenat Hub et aussi pour mieux sensibiliser aux enjeux de la prématurité. Donc ce projet est en partenariat avec l'IFRAS et 4 autres pays, l'Irlande avec l'association Irish Neonatal Health Alliance, la Lituanie avec l'association Lithuanian Prematurity Associations, la Hongrie avec le Right Beside You et la Grèce avec l'University of Thessaly Neonatal Clinic. Donc maintenant, je vais passer la main au professeur Sizun. Bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation à parler de modèles théoriques concernant la prise en charge des nouveau-nés et de leurs familles. J'espère que le son est bon et que vous voyez bien l'image. Tout est bon, monsieur. Et donc, la première question, c'est pourquoi des modèles théoriques? Pourquoi faire? Juste rappeler qu'une théorie, en fait, c'est un ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisés, c'est la définition du Robert. C'est un ensemble de notions abstraites organisées en systèmes, donc il y a une sorte de cohérence dans l'ensemble des notions de ce modèle théorique, et il existe une finalité didactique, et donc on peut s'appuyer sur ce genre d'outils, ces modèles théoriques, pour la pédagogie. Et c'est en ce sens que deux modèles théoriques peuvent être intéressants. Mais il faut se rappeler qu'une théorie n'est pas scientifique. Elle ne devient scientifique que quand elle s'affranchit de la subjectivité de son auteur, comme dit ce philosophe, Carpentran. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir du modèle théorique pour aller sur le champ de l'évaluation scientifique. C'est la base de ce qu'on appelle en médecine la médecine factuelle, c'est-à-dire la capacité de démontrer l'efficacité des interventions. Alors, je rappelle brièvement le contexte. Nous avons vu arriver des progrès extraordinaires en médecine pédiatrique et en particulier en médecine néonatale. Vous avez là l'évolution de la mortalité infantile en France durant les 2-3 derniers siècles. Alors, même au XXe siècle, vous voyez l'évolution depuis les années 50
nous avons une diminution importante de cette mortalité infantile. La mortalité infantile, c'est la mortalité des enfants avant l'âge de 1 an. Et en règle générale, au sein de cette mortalité infantile, la mortalité néonatale, c'est-à-dire la mortalité des enfants avant l'âge de 28 jours, cette mortalité néonatale joue un rôle très important. Donc, une très forte diminution de la mortalité des enfants en France. Et si on s'intéresse aux enfants les plus vulnérables, comme les enfants nés prématurément, vous avez ici des courbes non plus de mortalité, mais des courbes de survie en fonction de l'âge gestationnel. La première chose que l'on peut dire, c'est que si l'on compare la courbe bleue qui date de 1997, l'étude épidémiologique française EPIPAGE, et qu'on compare cette courbe bleue à la courbe jaune, on s'aperçoit que nous avons fait des progrès en l'espace de 10 ans, 10 à 15 ans, nous avons fait des progrès en termes de mortalité, surtout pour les âges extrêmes de prématurité. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer de cette courbe, c'est que si on regarde les enfants nés aux alentours de 26-27 semaines, on dépasse déjà 50% de survie. Et si l'on regarde maintenant les enfants qui ont une prématurité légère, 32 à 34 semaines, on s'aperçoit que cette mortalité est quasiment nulle. Actuellement, on ne meurt pas de prématurité quand on est aux alentours de 32-34 semaines. S'il y a un décès, c'est que généralement, il y a une cause supplémentaire, comme par exemple une malformation. Donc, des progrès extraordinaires qui font dire que la survie n'est plus le seul objectif de la médecine, mais que derrière cette survie se cachent des difficultés qui persistent. Une première difficulté, ce sont les pathologies respiratoires chroniques, mais on n'en parlera pas ici. L'autre difficulté pour les enfants qui ont été hospitalisés à la naissance, que ce soit des enfants prématurés, des enfants qui avaient des malformations, des enfants qui avaient eu une asphyxie au moment de la naissance, tous ces enfants-là peuvent présenter des difficultés de développement, des difficultés neurocomportementales. Et ces difficultés donc, doivent être suivies et surveillées et prises en charge tout au long de l'enfance, de façon à amener ces enfants vers une insertion la meilleure qui soit dans la société. Et si l'on regarde du côté des parents, on sait maintenant que l'hospitalisation d'un nouveau-né dans cette période néonatale est un traumatisme important. Pour preuve, tous les travaux récents concernant le stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique que l'on décrit fréquemment chez des parents 6 mois, 1 an après l'hospitalisation. D'autres auteurs ont parlé de cette hospitalisation comme étant un chaos émotionnel pour les familles. Et l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire les difficultés neurocomportementales, les difficultés de vécu émotionnel des parents, tout ça, ça peut engendrer des difficultés dans le lien entre les parents et l'enfant, et d'où la nécessité d'intervenir sur ces différents aspects. Et ce sont donc des enjeux actuels de la médecine néonatale. On va commencer donc par la théorie d'attachement. La théorie d'attachement est un modèle théorique que j'aime beaucoup parce qu'il me semble que c'est un modèle qui peut réunir derrière de mêmes termes à la fois les cliniciens, à la fois les médecins, les professionnels de la psychologie et de la psychiatrie, les professionnels de l'éducation et aussi les parents. Et donc, ce modèle théorique a été développé par John Bowlby, qui était un psychiatre anglais, qui a développé ce modèle théorique en s'intéressant aux enfants qui avaient été séparés en période néonatale. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'enfants anglais, de Londres en particulier, ont été séparés de leurs parents pour favoriser leur survie à la campagne, et ça a généré beaucoup de troubles comportementaux ultérieurs. Et donc, dans ce modèle, l'attachement, il est dit qu'un enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel, de développer une relation d'attachement avec au moins un adulte qui prend soin de lui de façon cohérente et continue. Et on va appeler cet adulte le caregiver. Le caregiver est un terme anglo-saxon qui est intraduisible. Si on le traduit littéralement, on va parler de donneur de soins, et ça a trop une connotation soignante, professionnelle de santé, alors que le terme caregiver veut dire la personne qui prend en charge l'enfant. En règle générale, c'est le parent, mais dans certaines situations, ça peut être d'autres personnes que le parent.
Et ce qui est dit dans cet attachement, c'est que c'est un élément primordial pour l'évolution psychologique de l'enfant. Et donc, c'est un modèle qui est très développé dans le monde entier. Et pour une raison assez mal connue, c'est un modèle théorique qui est finalement assez peu connu par les professionnels français, et ce qui fait des lectures parfois erronées du comportement des parents. En miroir de cet attachement, du bébé vers le caregiver, il est décrit le bonding du parent vers son bébé, qui est l'apparition et le développement de sentiments que l'on dit chaleureux et proches envers ce bébé qui vient de naître. Ce bonding doit s'installer rapidement après la naissance, et on verra des facteurs qui pourraient entraver cette installation. Il y a une base biologique forte, nous sommes des mammifères. Chez tous les mammifères, ce bonding est présent et il est fortement soutenu par des hormones. Et derrière ce bonding, c'est-à-dire le développement de sentiments chaleureux et proches, se détache le déclenchement du caregiving, c'est-à-dire la volonté de s'occuper de l'enfant. Et donc ce caregiving est le troisième terme que l'on ne traduit pas, qui veut dire prendre soin d'eux, et les auteurs de ce modèle théorique appellent ça un système motivationnel qui va pousser le parent à s'occuper, à prendre soin de l'enfant. Et ce caregiving n'est pas fonctionnel à la naissance, il va s'installer dans les premières heures. Une chose très importante, c'est que le caregiving, le bonding n'ont rien à voir avec l'amour. On peut aimer très fort son enfant, avoir un sentiment d'un lien unique spécial avec lui, et pour autant ne pas pouvoir ou ne pas savoir comment répondre à ses besoins d'attachement. C'est une phrase de Nicole Guédenay, qui est une de nos spécialistes françaises sur ce modèle théorique. Et c'est important de faire cette différence de façon à éviter un jugement moral. Une mère ou un père qui est en difficulté pour s'occuper de son enfant parce que ce caregiving n'est pas fonctionnel ou n'est pas activé, ce n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas un père ou une mère qui n'aime pas son enfant. Et donc, il faut s'abstenir de ce regard moral pour aller beaucoup plus dans l'observation de ce qui se passe et de voir comment on peut apporter un soutien à ce parent en difficulté. Alors, en pratique, comment ça se passe? Du côté du bébé, le bébé ressent un stress, une menace, ça déclenche une alarme. Ce stress, cette menace, ça peut être parce que l'enfant a faim, parce qu'il est mouillé, parce qu'il est seul, parce qu'il a froid. Il va donc activer son système d'attachement et donc utiliser des comportements dits d'attachement. Et un de ces comportements d'attachement le plus fréquent en période néonatale, c'est le pleur. Donc il va activer son système d'attachement, dans l'espoir que du côté de la mère, ce danger, cette menace soit perçue par le parent et que cela puisse déclencher du parent une réponse de caregiving, d'activation du système de caregiving pour apporter un soin à l'enfant. Alors, je vais parler beaucoup de la mère, parce que c'est vrai que ce modèle a été décrit beaucoup avec la mère. Beaucoup de travaux actuellement sont réalisés concernant les pères, et on pense que ce modèle théorique s'applique aussi aux pères, peut-être avec des comportements ou des solutions pour y faire face qui peuvent être un peu différentes, mais c'est pour ça que j'utiliserai souvent l'exemple de la mère. Donc la mère ayant perçu le danger, la menace pour son enfant, elle va activer son caregiving, donc va s'occuper de son enfant, lui apporter une réponse. Et cette réponse, quand elle est adaptée, va permettre d'éteindre chez l'enfant son système d'attachement, et ce qui va lui permettre d'activer un autre système qui est le système d'exploration. Et donc là, on a une boucle qui est assez simple en théorie, qui est une boucle qui peut entraîner une certaine synchronie, c'est-à-dire le bébé active son système d'attachement, il y a une réponse rapide de la maman qui donne une solution au bébé. Tout ça, c'est dans un système d'émotions partagées. Le bébé va explorer, la maman va changer son comportement avec son bébé qui est en phase d'exploration. Donc, cette synchronie comportementale, ça, on va dire, ça va être l'idéal. Et on peut comprendre que ce modèle qui paraît très simple peut être rendu complexe si d'un côté, le bébé a des comportements qui sont complexes à comprendre, par exemple des pleurs incessants, malgré une réponse qui paraît adaptée, ou bien si de l'autre côté, la maman a des grandes difficultés
capacités pour percevoir ces comportements, les interpréter et apporter une réponse adaptée au bébé. Dans la continuité de ce modèle théorique, une autre psychologue anglaise avait développé, Mary Ainsworth, avait développé une analyse de comment cet attachement s'installe et comment il se construit. Si la réponse parentale est cohérente, régulière, prévisible, chaleureuse, que le bébé sait qu'on va répondre à ses besoins à chaque fois qu'il va les exprimer, cet enfant va développer un attachement que l'on va appeler sécure, avec un fort sentiment de confiance envers ses parents, envers lui-même et envers, on va dire, le monde entier. Si à l'inverse, la réponse parentale est inconstante, irrégulière, ou qu'elle suscite du rejet ou de la peur chez l'enfant, cet enfant va développer un attachement que l'on va appeler insécure. Il va développer des stratégies, soit pour éviter ce stress, ce qu'on appelle l'attachement évitant, il va minimiser ses réponses, ou alors il va développer un attachement anxieux, il va maximiser, il va augmenter ses réponses dans ce duo avec le parent. Il ne faut pas voir ça comme des anomalies psychiatriques ou psychopathologiques, ce sont des stratégies d'adaptation face à une situation, la réponse parentale qui est régulièrement inconstante. Il existe un autre type d'attachement qui est l'attachement désorganisé, déstructuré, qui lui est quand même très problématique et que l'on voit par exemple chez les adultes qui ont eu des parcours pédiatriques dans l'enfance très chaotiques, avec de la maltraitance, avec des placements itératifs et qui n'ont pas une organisation de cet attachement. Important de savoir que le modèle d'attachement, c'est la feuille de route pour le fonctionnement ultérieur. Chaque fois qu'on va être dans de nouveaux contextes, contexte d'apprentissage, contexte de relations affectives, contexte d'insertion dans la vie extérieure, contexte face à tout stress nouveau. Et donc l'enfant qui a un attachement sécure, il va pouvoir développer au mieux ses compétences cognitives, il va pouvoir réguler au mieux ses émotions et donc il va gagner en autonomie. À l'inverse, l'enfant qui a un attachement plutôt insécure a moins de capacité de régulation de ses émotions et il sera donc plus vulnérable à toute détresse. Donc toujours dans ce modèle de la théorie de l'attachement. Alors si on regarde maintenant le calendrier d'installation, en fait, le bébé va mettre plusieurs mois pour s'attacher à ces figures d'attachement. D'abord, dans les premiers mois, il va s'orienter et il va répondre sans aucune discrimination. C'est-à-dire qu'il va répondre de façon positive à toute personne qui lui veut du bien. On sait quand même que les nouveau-nés sont capables de discriminer, de repérer leur mère par l'odeur, par la voix. Ils ont cette compétence. Mais quand ils sont en situation de stress, ils sont capables de répondre de façon positive à l'apport, au soutien que va apporter n'importe quel adulte. Par exemple, il y a un bébé de 2 mois qui ne vous connaît pas, que l'on voit par exemple en consultation. Le bébé pleure parce qu'il a sa couche mouillée, je lui change sa couche. Le bébé va arrêter de pleurer, si je le porte, je change sa couche, et éventuellement, même il va commencer à me faire des sourires. Alors qu'il y a 10 minutes, il ne me connaissait pas. Orientation et signaux sans aucune discrimination. Au fur et à mesure de son évolution, dans les premiers mois, et puis surtout à partir de l'âge de 6 à 9 mois, il va s'orienter de façon spécifique vers une ou plusieurs figures d'attachement. Généralement, il y a une figure principale, et en règle générale, c'est la mère, et plusieurs figures autres, qui peuvent être le père, les grands-parents, la nounou. Et en créant cette base de sécurité, alors, le fait de s'orienter de façon spécifique rend plus difficile les interrelations. Par exemple, la consultation de pédiatrie est plus compliquée à 9 mois quand la mère disparaît du champ visuel ou quand l'inconnu, c'est-à-dire moi, apparaît dans le champ visuel de l'enfant et que donc cet enfant risque de présenter un stress en me voyant. D'où l'importance d'utiliser le soutien du parent pendant cette consultation. Et puis au fur et à mesure, si l'enfant développe cette base de sécurité, une base de sécurité émotionnelle et affective, il va aller vers l'autonomie, ce qui va lui permettre d'explorer. L'image habituelle, c'est le parent qui va dans le jardin public avec son enfant de 3 ans. Dès que le parent arrive sur le banc et installe ses affaires, l'enfant
qui est mobile, part vers les autres enfants qui sont en train de jouer dans le bac à sable. Il l'explore, il devient autonome, il l'explore. Et puis s'il arrive quelque chose, il reçoit du sable dans les yeux, ou on lui a volé sa pelle, il va émettre des comportements d'attachement, il va se mettre à pleurer, il va revenir vers sa figure d'attachement, qui va le sécuriser avant qu'il puisse retourner explorer la vie dans le bac à sable. Donc, le nouveau-né va mettre plusieurs mois pour s'attacher. Du côté de la mère, de son bonding et donc de son caregiving, l'installation est très très courte. Ça se fait dans les premières heures, les premiers jours, les premières semaines. Ce qui veut dire que quand on hospitalise un nouveau-né, même pour une raison assez banale, comme une suspicion d'infection ou bien une jaunisse, un ictère un peu sévère, et que la mère reste en maternité, la personne que l'on met en difficulté, ce n'est pas tellement le bébé, c'est la mère. Si le bébé est pris en charge par des soignants qui vont répondre à ses besoins, c'est-à-dire quand il pleure, on va le porter, quand il est mouillé, on va le changer, quand il a faim, on va le nourrir, cet enfant, il va répondre de façon tout à fait adaptée à toutes les stimulations. Par contre, la mère est en difficulté puisque ce bonding et ce caregiving ne vont pas pouvoir s'installer du fait de la séparation. Si en plus la mère a des vulnérabilités sociales, éducatives, affectives, on peut penser qu'on est en train de créer une distorsion dans ce système en miroir, attachement et bonding. Alors, ce bonding et ce caregiving se développent en fonction de plusieurs paramètres. Les premiers paramètres, c'est la biologie. Encore une fois, nous sommes des mammifères, nous sommes bourrés d'hormones qui vont conditionner nos comportements. Et quand l'on regarde les autres mammifères, en période néonatale, on voit ces comportements de la brebis, le comportement de la chienne, le comportement de la vache vis-à-vis de leur veau, qui est un comportement de vouloir protéger cet enfant et de vouloir rechercher en permanence la proximité. Et la lactation, avec ses phénomènes sensoriels et ses phénomènes hormonaux, la lactation va jouer aussi un rôle très très important. Mais tout cela, c'est influencé par les représentations maternelles. Et ces représentations maternelles peuvent être liées à la culture. Le rôle de la mère, la place de la mère n'est pas la même dans toutes les cultures. Et nous avons souvent un côté un peu ethnocentrique et de penser que c'est le modèle occidental qui prévaut. Mais aussi dans l'histoire propre de la mère, de ses propres systèmes d'attachement, de son vécu de la petite enfance. Et c'est là que les psychiatres introduisent la notion de fantôme dans la nurserie, c'est-à-dire tous ces épisodes traumatiques non résolus de l'enfance qui vont ressurgir à ce moment et modifier les représentations maternelles. D'autres psychiatres ont parlé aussi en parallèle des anges dans la nurserie, c'est-à-dire tous les épisodes heureux qui ont construit la personnalité de la personne et donc qui vont permettre à cette mère ou à ce père d'affronter cet inconnu qui est le nouveau-né. Et puis le contexte, troisième grand paramètre, le contexte va aussi jouer un rôle très important. Est-ce qu'il y a un contact et une proximité entre la mère et l'enfant? Et cette proximité, elle est souvent interrompue. La mère est hospitalisée en unité d'obstétrique, le bébé est hospitalisé en pédiatrie, ou la mère est dans une autre ville, ou bien la mère est sur son fauteuil et le bébé est dans un incubateur, et donc il n'y a pas de contact et de proximité. Ça peut être modifié par le contexte psychologique de la mère. Imaginons ces mamans que l'on césarise en urgence alors que rien n'était prévu, simplement parce qu'à la consultation, on note un état du fœtus qui n'est pas bon et on décide en quelques heures de préparer une césarienne qui est parfois faite sous anesthésie générale. Et quel est l'état psychologique de la mère la première fois où elle vient dans le service? Le stress de l'environnement, un service de néonatologie, ce n'est pas l'imaginaire habituel de ce qu'il y a autour de la naissance. Et puis le bébé peut avoir des caractéristiques particulières, il peut être mal formé ou bien être prématuré, tout petit, 700 grammes, tout fripé, avec des électrodes, avec des tuyaux un petit peu partout. Et cette image du bébé ne représente pas du tout l'image que se faisait de la mère de son imaginaire. Et donc, si on rajoute là-dessus donc la prématurité, ou même une hospitalisation en dehors de la prématurité pour un autre motif, on voit bien que la prématurité va modifier la biologie,
ça va modifier les représentations maternelles, ça va modifier le contexte, et donc l'hospitalisation en période néonatale, et en particulier la prématurité, sont redoutables pour le développement de ce caregiving. Donc si on résume, le bonding et l'attachement, c'est la base du développement humain, ça va imprimer de façon durable la personnalité du futur adulte, que tout ça c'est médié par des hormones, en particulier l'ocytocine, que tous les canaux sensoriels à la naissance vont y participer, la vision, l'olfaction, l'audition, le toucher, et l'allaitement représente un élément très intéressant pour justement favoriser l'ensemble de ce processus. Et là, on a la vision sur cette photo, la vision idéale d'un bébé à terme, très éveillé du fait qu'il est bourré de catécholamine au moment de la naissance. Ça lui permet d'avoir une interaction corporelle totale avec cette mère. Et donc là, le début de l'attachement, encore une fois, il a le temps de s'attacher à cette mère-là, mais pour la mère, un bonding qui s'installe et qui va devenir de plus en plus solide au fur et à mesure. Alors, quelles conséquences sur nos pratiques? Donc, il faut dépasser ce modèle théorique pour aller vers quelque chose de plus pratique. La première chose, c'est que si quand on sépare la mère de son bébé, c'est la mère que l'on met en danger, ben c'est un argument majeur pour réaliser des hospitalisations conjointes en période néonatale. C'est-à-dire ne pas séparer la mère de son bébé sous le motif que le bébé a besoin d'être hospitalisé. Or, le modèle actuel prédominant, c'est la séparation. Il y a certains rares bébés qui peuvent bénéficier des unités de néonatologie en maternité, appelées parfois unité kangourou, unité koala, mais généralement ce sont des bébés avec une très faible prématurité, une très faible pathologie. La majorité des nouveau-nés hospitalisés sont séparés de leur mère. Deuxième pratique majeure, le pot à peau précoce, et on le sait, les parents qui ont vécu l'hospitalisation de leur bébé disent qu'ils ont reconnu leur bébé comme étant le leur, non pas la première fois où ils sont venus dans le service, mais la fois où ils ont pu avoir ce contact peau à peau précoce, qui parfois est tardif, hein, qui parfois n'apparaît pas dans la première semaine. Donc, deux éléments fondamentaux, l'hospitalisation conjointe et le peau à peau précoce. Et ça a des conséquences très, très importantes, à la fois sur l'architecture. Il ne faut plus créer de services de néonatologie qui soient distants de la maternité. Il faut que les services de néonatologie soient intriqués dans l'unité d'obstétrique. Ça nécessite des modifications d'organisation pour que les sages-femmes puissent s'occuper d'une mère dans la même pièce où des puéricultrices vont s'occuper du nouveau-né. Et puis ça veut dire qu'il faut avoir des actions de formation très fortes envers ces professionnels, les former ensemble, et en particulier les former à ce modèle théorique, parce que c'est ce modèle qui va nous éclairer sur les besoins de la dyade. Alors, il se trouve que ces deux stratégies, c'est-à-dire de rapprocher le bébé de sa mère et de provoquer le pot à peau le plus précocement possible, ce sont des demandes très fortes des associations d'usagers. Je vous ai mis là une partie de la charte de l'association française SOS Préma et bébés hospitalisés. Le premier item de cette charte, c'est il faut que le bébé bénéficie de la présence continue dès sa naissance, sans restriction, 24 heures sur 24, d'au moins un de ses parents. Et le deuxième item, c'est de meilleures conditions pour créer le lien d'attachement avec ses parents, contact physique, bercement et échanges vocaux. Donc c'est une forte recommandation de la société, de l'Association française des parents d'enfants prématurés. Et si l'on va au niveau de l'Europe, l'Association européenne des parents d'enfants prématurés, le FCNI, a comme stratégie actuellement de soutenir le zéro séparation, ne jamais séparer un nouveau-né de sa mère. Et ils ont pris comme modèle négatif tout ce qui s'est passé pendant le Covid, où pendant le Covid, en particulier pendant le premier confinement, on a balayé tous les efforts et toutes les réussites des 10 dernières années en termes de rapprochement de la mère de son bébé. Certains services ont fermé leurs portes pendant plusieurs semaines aux parents, c'est-à-dire on considérait qu'on pouvait prendre en charge un nouveau-né sans que ce nouveau-né ait un contact avec ses parents. Et donc, une forte demande au niveau de l'Europe d'entraîner une non-séparation. Et puis, l'OMS, au niveau international, au niveau mondial, vient de modifier ses recommandations sur le portage en peau à peau, le portage mère-kangourou,
Ce portage était fortement recommandé dans les années précédentes et l'OMS a modifié ses recommandations en disant qu'il fallait le pratiquer immédiatement après la naissance sans passer par la case incubateur. C'est un changement très très important de recommandation. Jusqu'à présent, on disait le pot à pot, c'est bien pour une fois que l'enfant sera stabilisé, on va d'abord le stabiliser et après on fera le pot à pot. Et une grande étude conduite justement par l'OMS a montré que les bébés que l'on mettait en pot à pot, donc ça a été fait dans 5 grandes maternités internationales, en Afrique et en Asie, et ils ont montré que chez ces bébés prématurés, le fait d'être en pot à pot immédiat diminuait la mortalité. Et donc l'essai thérapeutique a été interrompu car il y avait une surmortalité chez les bébés qui passaient par l'incubateur. Donc des recommandations extrêmement fortes. Je fais un petit détour sur l'enfant un peu plus vieux. Si on dit que vers 6 mois, 9 mois, l'enfant s'est attaché à une ou deux figures principales, ça modifie aussi les conditions d'hospitalisation. Imaginons cet enfant qui, à l'âge de 9 mois, est hospitalisé pour une pyélonéphrite. Il est en stress, il a de la fièvre, il a mal au ventre, il est dans un environnement inhabituel, il a une perfusion. Il est très important que cet enfant puisse exprimer ses besoins d'attachement et que donc une personne de confiance, une figure d'attachement soit présente. On ne devrait plus hospitaliser un enfant en pédiatrie sans avoir un des deux parents qui soit présent. Et puis ça a aussi un impact sur les programmes d'intervention précoce, c'est-à-dire tous les programmes que l'on met en place pour favoriser le développement des enfants, en particulier des enfants prématurés, programmes que l'on met en place dans la première année de vie. Il est très probable que si ces programmes ne s'intéressent pas aux liens parents-enfants et ne s'appuient pas sur une intervention dirigée vers les parents, probablement que ces interventions n'ont pas d'efficacité. Et on parlera tout à l'heure de plusieurs programmes qui s'intéressent particulièrement à agir à travers les parents plutôt qu'à agir au sein d'une institution comme un CAMS avec un professionnel en dehors de la présence des parents. Et puis je reviens sur la période néonatale. Et on va parler maintenant de l'attachement, non plus du bébé vers sa mère, mais de l'attachement, du système d'attachement chez l'adulte. L'enfant est devenu un adulte et il est devenu le parent d'un nouveau-né hospitalisé. Cet adulte a donc développé des types d'attachement, des patterns d'attachement, soit un attachement sécure, soit un attachement insécure. Face au stress de l'hospitalisation de son enfant, il y a deux systèmes qui veulent s'activer. Le premier système, c'est le système d'attachement. Le parent est en stress, donc il active son système d'attachement. Et le deuxième système, c'est l'activation du caregiving, puisque son bébé est hospitalisé, son bébé est né, et donc ce parent va ressentir le besoin de s'occuper de cet enfant. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Si le parent a un attachement dit sécure, qu'il est capable de trouver des figures d'attachement solides, qu'il a une confiance dans l'autre, il va pouvoir éteindre son système d'attachement et donc activer son système de caregiving. Si à l'inverse, ce parent a un attachement insécure, et en particulier s'il a un attachement désorganisé, il est incapable de désactiver son système d'attachement. Et donc, il va se retrouver vers ce que les psychiatres vont appeler un dilemme motivationnel. Il ne peut pas faire les deux. Soit il s'occupe de son enfant au risque de se mettre en danger émotionnel, soit il s'occupe de sa propre personne. Et une des réponses que va avoir ce parent, ça va être la fuite, c'est-à-dire de ne pas venir dans le service parce que ce parent ne peut pas émotionnellement vivre dans le service et s'occuper de son enfant. Et quand on connaît ce modèle, c'est donc un modèle très théorique, ça éclaire d'une façon, je trouve, très intéressante certains comportements de parents qui visiblement sont attachés à leur bébé, visiblement ont créé des liens avec ce bébé, visiblement ont peur pour l'avenir de cet enfant et sont dans l'incapacité de venir régulièrement alors qu'on leur offre la possibilité d'être présent. Et plutôt que d'avoir un jugement moral, ce modèle théorique nous permet de comprendre que ces parents vont avoir besoin d'un soutien émotionnel et psychologique très, très important. Et certains de nous, dans le service, pourraient jouer un rôle de figure d'attachement pour ces parents. La problématique, c'est que dans un service de néonatologie, les infirmières changent tous les 48 heures, les médecins parfois changent tous les semaines, et donc il est difficile pour les parents de repérer quelqu'un
sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Alors là, je vous ai résumé en quelques minutes cette théorie d'attachement. Pour en savoir plus, nous avons la chance d'avoir des auteurs français qui ont beaucoup décortiqué, beaucoup vulgarisé ce modèle théorique, en particulier Nicole Guédenay et Antoine Guédenay. Donc je vous ai cité un ouvrage assez complet sur l'approche clinique basée sur ce modèle théorique. Dans un ouvrage sur les soins de développement que nous avons édité avec des collègues, le chapitre 4 a été écrit également par cette équipe de Nicole Guédenay, avec Violaine Mistiki et Ludivine Dubois, et sur l'apport de la théorie d'attachement sur l'hospitalisation périnatale dans le cadre du lien parent-enfant. Et puis une autre source qui est très intéressante, je ne sais pas si elle est officielle, mais si vous allez sur Internet et que vous regardez YouTube, vous trouverez une conférence de Nicole Guédenay d'1h30 sur la théorie d'attachement. Cette conférence est extrêmement claire et illustre très très bien ce modèle théorique. Donc, si on rappelle, l'attachement, le bonding, base du développement humain, ça nécessite la proximité, la compréhension du comportement, la réaction adaptée. La proximité, ok, on en a parlé avec l'hospitalisation, mais aussi la compréhension du comportement. Et comment est-ce qu'on peut comprendre et lire un bébé et comment on peut avoir des réactions adaptées. Ce matin, on discutait dans le service dans les transmissions, et dans les transmissions, il y a une interne qui avait écrit que la maman avait des difficultés à lire son bébé, donc une difficulté à comprendre le comportement de son bébé. Et c'est là où la théorie synactive peut avoir un intérêt. Alors, on ne peut pas parler de théorie synactive sans parler de Brazelton. Brazelton est donc un pédiatre américain de Boston, l'université de Harvard, qui s'est intéressé au comportement des bébés à terme et qui a décrit des modèles de comportement en disant que le nouveau-né est un être compétent et non pas un tube digestif qui réclame 6 à 8 fois par jour, mais un être très compétent, social, qui recherche en permanence l'interaction sociale, organisé, donc on va parler d'organisation, de désorganisation de ce bébé, et qui est dans une relation dynamique et non passive. Ce n'est pas lui qui attend, c'est lui qui réclame, c'est lui qui déclenche, et c'est lui qui gère les relations avec son environnement. D'où l'intérêt des programmes d'intervention qui sont basés sur la lecture du comportement, qui vont pouvoir de comprendre individuellement qui est ce bébé. Et une des élèves de Brazelton est Heidelise Hals, qui était psychologue, elle est décédée malheureusement l'année dernière. Elle a été son élève, elle s'est orientée beaucoup sur le comportement des bébés prématurés. Et dès les années 80, ils ont défini un modèle théorique qui permet de comprendre comment fonctionne un bébé. Alors, voici un des schémas un peu complexes, simplement pour dire que vous avez là l'embryon, le fœtus, le bébé qui va naître et qui va donc arriver dans le monde, avec un environnement qui est l'environnement intra-utérin, puis l'environnement extra-utérin, puis l'ouverture sur le monde, et différents comportements qui vont devenir de plus en plus complexes, en particulier des comportements d'interaction. Et ce bébé, on le considère comme étant formé de différents systèmes. Le système végétatif au milieu, qui est celui qui va s'installer en premier pour assurer la survie, le système moteur, le système de la veille et le sommeil, l'attention, l'interaction, et tout autour un système d'autorégulation. Alors, vu différemment, donc ce bébé est conçu comme étant un ensemble de différents systèmes, végétatif, moteur, veille, sommeil et attention. Quand le bébé reçoit une stimulation qui est adaptée à son niveau de gestion, il va répondre par un comportement d'approche dans chacun de ces systèmes. Quand le bébé reçoit une stimulation non adaptée, il va répondre par un comportement de retrait. Alors, stimulation non adaptée, ça peut être parce que la stimulation est trop forte, par exemple, trop de bruit, qu'elle arrive trop tôt dans son agenda de développement, par exemple, demander à un bébé prématuré de suivre des yeux une cible alors qu'il n'est pas capable de le faire, ou alors parce que cette stimulation arrive après un ensemble de stimulations. Par exemple, on va mettre au sein un bébé parce qu'on est à 35 semaines et qu'on a décidé qu'à 35 semaines, on mettait les bébés au sein, alors que dans la matinée, ce bébé a eu un examen clinique, puis il a eu un bain, et puis on le met au sein, et le bébé, il peut dire que cette stimulation n'arrive pas au bon moment, et donc il va répondre par des comportements de retrait. Et le bébé, pour osciller entre approche et retrait, il va utiliser des stratégies d'autorégulation. Il va être capable de s'autoréguler.
il va être capable, quand il part vers un retrait, de se stabiliser pour revenir vers une approche. Et s'il n'arrive pas à le faire, parce qu'il est dépassé par la stimulation, comme cela arrive souvent chez un nouveau-né malade ou chez un enfant prématuré, il va avoir besoin d'une co-régulation. Et cette co-régulation, c'est une régulation qui doit être apportée par le parent et non pas par le soignant. Et donc, c'est un modèle théorique qui dit on peut lire le comportement d'un nouveau-né en regardant son fonctionnement. Ça nous permet de connaître ses besoins en termes de stimulation. Et ce bébé peut avoir besoin d'aide, et quand son autorégulation est dépassée, et cette aide, elle est idéalement apportée par les parents. Et pourquoi on dit co-régulation? Parce qu'on sait que si la maman répond ou le papa répond de façon adaptée à ce bébé qui présentait des signes de stress, et que par exemple la maman, en enveloppant le bébé de ses mains et en lui parlant à voix basse, permet au bébé de revenir du retrait vers l'approche, ça va réguler le bébé, mais ça va aussi réguler le parent. Ça va le construire dans sa fonction de parent. Et donc, on est dans une co-régulation. Alors, observer le comportement, ça nous permet de comprendre les comportements d'approche du bébé, comportements de bien-être, ou ces comportements de retrait qui peuvent aller vers des comportements de stress, ou des stratégies, de voir ces stratégies d'autorégulation, comment il se régule en mettant ses mains au visage, en mettant les pieds l'un contre l'autre, en se mettant en flexion, en tétant le doigt, en agrippant. Et puis, ça nous permet de connaître le seuil de désorganisation au-delà duquel le bébé n'est plus capable de s'autoréguler. Donc, seuil qu'il ne faut pas dépasser, ou si on doit dépasser à l'occasion d'un soin, il faut lui apporter sa co-régulation. Et donc, on parle d'organisation du bébé. C'est quelque chose qui est devenu qu'on entend assez souvent chez les professionnels, un bébé qui est assez désorganisé en maternité. Ça veut dire quoi, un bébé organisé? C'est un bébé qui est capable, par son autorégulation, de contrebalancer toutes les stimulations qu'il reçoit et de montrer des comportements d'approche. Là, on a un magnifique bébé qui, en mettant ses mains au visage, il se met en flexion. Il est capable de gérer une stimulation sonore. On a l'impression qu'elle vient de quelque part. Il est capable de la gérer. Et puis, à l'inverse, ce bébé montre que son seuil d'autorégulation est dépassé et qu'il présente des comportements de retrait ou de stress. Et ce bébé, il montre une hypotonie, donc un retrait dans son système moteur. Il montre un retrait dans son système végétatif avec une pâleur. Et dans son système d'interaction, on voit qu'il n'a pas un regard vif qui recherche la cible. Il est plutôt dans un aspect qui nous paraît un peu désespéré. Et donc, on va apprendre, et donc ce n'est pas l'objet de l'heure aujourd'hui, puisqu'il faudrait des heures d'apprentissage, mais on va donc être capable de classer les comportements en fonction de différents systèmes, entre approche et retrait, avec, sur le plan végétatif, un bébé qui a un rythme cardiaque régulier, une respiration régulière, des mouvements d'où il est en flexion. Ces stades de veille-sommeil sont bien organisés, la transition entre les stades est bien organisée, et puis quand il est en éveil calme, il accroche du regard, il sourit, il a une mimique. À l'inverse, bradycardie, tachycardie, apnée, régurgitation, agitation, extension, transition chaotique entre les stades, et puis le bébé qui détourne le regard, qui a le regard fixe, qui bâille, donc il n'est pas en interaction, en recherche d'interaction. Et il faut bien comprendre que l'agenda développemental de la périnatale, c'est d'être capable d'atteindre une régulation dans tous les systèmes. Et donc les bébés, quand ils sont en bonne santé, ils vont réguler très vite leur système végétatif et leur système moteur. Ils vont mettre quelques jours à organiser leur système veille-sommeil qui va leur permettre d'avoir des repas avec des heures relativement habituelles. Et puis, c'est dans un dernier temps que leur système d'interaction va être de plus en plus solide, qui vont leur permettre de suivre la cible, d'avoir une interaction visuelle prolongée, etc., etc. Mais on peut comprendre que chez un enfant malade, cette régulation va prendre du temps. Alors, on va prendre des exemples. Si on prend l'exemple d'un enfant très prématuré qui est en réanimation néonatale, on peut penser que son système végétatif est encore très faible. Il a du mal à respirer, il désature très rapidement. Et donc, ce que l'on va faire chez lui, c'est des soins très courts, parce qu'on sait que sur le plan végétatif, il risque de payer cher, il va monter sa fréquence cardiaque, il va diminuer sa saturation d'oxygène. Et donc, on va faire des soins courts et on va beaucoup l'aider par son système moteur en faisant de l'enveloppement, enveloppement avec des mains, enveloppement avec un lange.
Un enfant un peu plus vieux, plus mature, il est déjà au stade d'organisation des systèmes veille-sommeil, c'est-à-dire quand il fait des efforts, on voit qu'il fait des efforts quand il est éveillé, par exemple, pour commencer à boire, et puis après, il se réfugie dans le sommeil et on a besoin de lui faire des soins distants, de lui laisser des périodes longues de récupération de sommeil pour qu'il puisse profiter des périodes d'éveil pour faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire une interaction sociale et manger. Et on va pouvoir l'aider par aussi le système moteur en lui faisant l'enveloppement. L'enveloppement, c'est quelque chose qui va lui permettre d'aller plus rapidement vers le sommeil ou de rester plus éveillé. Et quand on a quelques phases d'éveil, eh ben, on va être capable d'aller vers l'attention, c'est-à-dire le bébé est capable pendant quelques secondes éventuellement de rechercher rechercher et localiser l'endroit d'où vient une voix et de se fixer sur la source de cette voix. On peut aussi prendre l'exemple d'un bébé qui est prématuré, qui commence à apprendre à boire. Imaginons qu'on lui donne à boire au biberon. Il est réveillé, il commence à téter, donc son système d'éveil est stable. Il est en train de boire, et puis au bout de 1 minute, 2 minutes de succion, déglutition, il se réfugie vers la somnolence. Il est en train de se retirer dans son système veille-sommeil. Et il est en train de dire, la stimulation que tu m'apportes est un peu forte, laisse-moi le temps de récupérer. Mais comme nous sommes toujours pressés en néonatologie, le soignant risque de vouloir restimuler l'enfant pour qu'il continue à boire parce qu'il n'a pas bu beaucoup. Et donc le bébé va se remettre à boire parce qu'il a du lait dans la bouche, il faut bien qu'il avale tout ça, mais il va commencer à faire tomber ses bras, il va avoir la commissure des lèvres qui va s'affaisser, un peu de lait qui va s'échapper de sa bouche, il se désorganise de son système moteur. Et puis il est en train de nous dire, si tu continues à me donner à boire, tu vas voir, je vais te montrer une désorganisation de mon système végétatif. Et donc, le repas peut se terminer par une désaturation, une bradycardie, une régurgitation. Et le soignant risque de dire, oh ben, il a bien bu, il a juste désaturé à la fin. À la lecture de cette théorie synaptique, on va dire, on a mis cet enfant dans une situation de stress. Ce repas n'a pas été bien vécu par ce bébé. Quand il nous a montré des signes de retrait, nous n'avons pas laissé le temps de revenir vers une approche. Nous lui avons imposé une stimulation qu'il ne pouvait pas gérer et ça a entraîné chez lui une dégradation de ces différents systèmes. Voilà la façon de lire un bébé avec cette théorie synaptique. Et puis, ce que l'on dit habituellement, c'est qu'on peut l'utiliser chez l'adulte. Chacun ou chacune d'entre vous a probablement déjà fait un exposé devant un public. Essayez de vous rappeler la première fois de cet exposé, un exposé de 10 minutes dans un contexte professionnel ou dans un contexte de formation. Comment est-ce que vous êtes sur le plan végétatif? Vous êtes les mains un peu moites, le cœur qui bat, envie de faire pipi tous les 3 minutes, un stress dans le système végétatif. Vous avez les jambes un peu flageolantes, vous tremblez au niveau des doigts, désorganisation de votre système moteur. Vous avez mal dormi la veille, là vous êtes dans un état un peu d'excitation, désorganisation de votre système veille-sommeil. Et puis on vous a posé une question alors que vous saviez y répondre, et puis sur le coup vous ne répondez pas à la question. Désorganisation de votre système d'attention. Et puis votre exposé de 10 minutes s'arrête, et dans quel état vous êtes à la fin de ces 10 minutes d'exposé? Vous êtes épuisé. Alors que dans la vie quotidienne, on parle souvent 10 minutes sans être épuisé. Pourquoi on est épuisé? Parce qu'on est des gens matures, on a été capable de gérer tous ces stress dans nos différents systèmes, on a été capable de les gérer par une autorégulation. Le problème de cette autorégulation, c'est qu'elle est coûteuse et que si on est maintenu tout le temps dans un stress et qu'on doit s'autoréguler en permanence, c'est épuisant. Par contre, si l'environnement était soutenant, attentionné, bienveillant, on vous a posé une question, vous ne savez pas y répondre. La prochaine fois que vous ferez cette intervention, vous saurez répondre. C'est-à-dire que vous avez eu une question dans votre système d'attention, vous êtes parti en retrait, non, je ne connais pas la réponse, mais par contre, la prochaine fois, vous serez capable de répondre. Ça veut dire que votre développement est bien dépendant de cette balance entre retrait et approche, à condition que le retrait ne soit pas un stress permanent. Et bien, pour le nouveau-né, c'est la même chose. Il faut lui apporter des stimulations, ne va pas avoir peur de lui apporter des stimulations, respecter quand le bébé dit « je me retire », attendre qu'il revienne pour lui apporter de nouvelles stimulations qui vont lui apporter des comportements d'approche. Alors, conséquences sur nos pratiques,
il faut faire des soins qui sont basés sur le langage de l'enfant. Et puis, pour faire ça, il faut qu'on ait la même vision du langage, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une alliance professionnelle. Et puis, le parent doit être le co-régulateur. Et puis, tout ça, ça doit nous obliger à avoir une réflexion sur ce que l'on fait en permanence quand on regarde ce bébé. Et ça, c'est complètement contraire aux soins basés sur des protocoles. On fait toujours la même chose tout le temps, quelle que soit la réponse du bébé. Ça ne peut pas être des soins basés sur l'autorité, puisqu'on a besoin de cette alliance. Ça ne peut pas être des parents visiteurs, puisqu'il faut qu'ils co-régulent leur bébé le plus souvent possible, et qu'on ne peut pas tout baser sur la technologie, les données chiffrées, mais qu'il faut vraiment être dans la réflexion. Et donc, on a des programmes qui sont basés sur ce modèle théorique, comme pour le nouveau-né prématuré en néonat, c'est le NIDCAP. Pour des nouveau-nés prématurés après la sortie, il y a l'IBAIP. Des nouveau-nés à terme jusqu'à 3 mois, il y a le NBO. Les Américains adorent les acronymes. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Et simplement pour dire que pour le NIDCAP, pour les bébés prématurés hospitalisés en néonatologie, vous avez là une maman qui est avec son bébé, une soignante qui va faire des soins à ce bébé et une observatrice, Céline en particulier, qui va faire une observation, qui va essayer de regarder les comportements du bébé. Après cette observation, elle va faire un débriefing avec la maman ou le papa et le soignant pour comprendre qui est ce bébé, comment il réagit et comment on pourrait adapter les soins. Et on va faire des recommandations individualisées qui sont destinées aux soignants, mais qui sont destinées surtout aux parents. Alors, qu'est-ce que je vous avais parlé de science tout à l'heure, de preuves. Le NIDCAP, ça permet de diminuer la durée de séjour. C'est prouvé par des méta-analyses. Pourquoi? Probablement parce que le bébé boit plus rapidement si on respecte ses rythmes. Ça permet d'apporter un meilleur développement à l'âge de 9 mois et 12 mois, avec quelques arguments pour dire qu'à l'âge scolaire, ça pourrait garder quand même un impact. Une fréquence accrue du pot à pot avant J7 dans les services qui font du NIDCAP, une augmentation des taux d'allaitement maternel et une meilleure satisfaction des mères pour la prise en charge de la douleur. Un autre programme qui est l'IBAIP, à peu près voisin, mais qui s'intéresse aux enfants prématurés quand ils sont rentrés à la maison. Une visite par mois, une observation du comportement par le soignant qui est formé, qui ne touche pas à l'enfant, qui ne fait qu'observer avec le parent. Et on discute sur l'environnement, les stimulations, le portage, les rythmes. Et un effet positif sur le développement jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est un des rares programmes d'intervention précoce qui montre un bénéfice aussi prolongé, et en particulier sur le plan moteur. Et le NBO est on va dire, un mini-programme qui est basé sur la même théorie. On va utiliser des stimulations un peu normalisées pour comprendre qui est ce bébé, comment il réagit. Ça va être un outil relationnel efficace entre les parents et les soignants, et entre le parent et le bébé. On va se centrer sur le bébé, c'est-à-dire quelle que soit la problématique de la famille, on va s'intéresser au comportement du bébé, et c'est ce comportement qui va ouvrir la porte à la discussion sur tout le reste. C'est un modèle dit adaptatif positif parce qu'on va s'intéresser aux compétences du bébé et non pas à ses déficits. C'est un bébé qui pleure beaucoup, c'est un bébé qui régurgite, ok. Mais on va regarder qui est ce bébé, qu'est-ce qu'il fait de bien. Et puis ça peut être un outil entre les différents services de suivi. Et on sait scientifiquement que ce programme permet, selon cette méta-analyse, une meilleure interaction entre la mère et son enfant à 3 mois, des études faites chez des bébés primipares à terme. On a quelques arguments pour dire que ça pourrait avoir un impact sur la dépression, mais on est incapable pour l'instant d'apporter une preuve définitive. Alors, de la théorie à la pratique, est-ce que c'est faisable? Voilà tous les services de néonatologie européens qui ont été formés au NIDCAP, donc ça veut dire qu'il y a un réel engouement pour ce type de programme. Et si on avait mis sur cette carte les services qui se sont formés à des programmes préalables, plus courts, on aurait une couverture encore plus importante. Et puis, pour l'IBAIP, il faut signaler l'expérience hollandaise. Ce sont les Hollandais qui ont fait des études randomisées sur l'efficacité de ce programme. Comme ils ont vu qu'il y avait un impact positif jusqu'à l'âge de 5 ans, ils ont décidé de former les professionnels. Et puis, ils ont décidé d'en faire une implantation nationale. Et actuellement, en 2024, 70% des enfants cibles, c'est-à-dire les enfants, les grands prématurés, sont pris en charge par ce programme IBAIP entre 0 et 1 an à domicile. Donc, c'est assez remarquable comme diffusion d'un programme basé sur un modèle théorique en passant par l'expérimentation clinique. Quelques messages pour finir. Ces deux théories sont utiles pour analyser et modifier nos pratiques.
mais aussi nos regards sur qu'est-ce qu'un nouveau-né et sa famille. Leur application nécessite un changement de paradigme dans l'organisation des soins et la formation des professionnels. Nous devons changer. Et puis des études scientifiques confirment l'impact positif de l'utilisation de ces modèles théoriques. Merci de votre attention. Merci, professeur Sizun. Merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant. Et je pense qu'il a dû faire écho à beaucoup de personnes présentes ici. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'ai une première question, professeur, par rapport à... Donc, on a bien compris la nécessité d'être présent dans l'observation et de partir des besoins de l'enfant, de son comportement, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il est. Et du coup, quelle formation vous proposez pour les professionnels? Alors, on a commencé par les formations NIDCAP, qui étaient celles sur lesquelles on s'était lancé à Brest et à Toulouse. Et on s'est rendu compte que pour ces formations-là, elles étaient un peu trop pointues, trop longues, et qu'on avait besoin d'offrir aussi des formations beaucoup plus courtes. Donc, on a développé des formations de 2 jours qui sont des introductions à ce type de formation. On a développé des formations de quelques semaines qui permettent aux gens de commencer à se familiariser avec l'observation courte, de regarder juste le végétatif la première semaine, juste le moteur la deuxième semaine, le système veille-sommeil la troisième semaine, et puis de reconstruire sur des situations. Et donc, il existe actuellement une grande palette de formations. L'intérêt aussi, c'est de développer ce type de formation dans les écoles professionnelles, que ce soit chez les infirmières, les puéricultrices, les sages-femmes, les étudiants en médecine, les futurs néonatologistes, etc. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de remerciements. Il y a donc Roxane Meliviala qui demande, donc je suis monitrice de portage et j'aimerais savoir quelle est la place de l'accompagnement au portage sur le CHU de Toulouse. Existe-t-il des études en cours sur le CHU autour du portage? Alors, le portage fait partie de cette proximité, de cette façon de penser que l'enfant peut être mieux dans un environnement familier qui est le corps de la mère, le corps du père. Il y a des obstacles, puisque quand l'enfant est malade, quand l'enfant est très instable, le portage, vu comme on le voit à l'extérieur de l'hôpital, peut être compliqué. D'où l'importance du pot à pot, qui est une sorte de portage sur lequel il y a énormément d'études. Mais la transition avec l'extérieur peut être apportée par ce portage. Et c'est vrai aussi que chez certains bébés chroniques que nous avons dans le service, nous encourageons aussi le portage qui est apporté par les kinés, de façon à ce que ces bébés vivent dans le service d'autres choses que simplement le berceau ou l'incubateur. Donc vous avez raison de dire que le portage est important. Il faut quand même éclairer, enfin c'est toujours la même chose, une technique en soi n'a pas d'intérêt si derrière il n'y a pas cette volonté que le parent devienne l'expert. Et on fait toujours assez attention à ce qu'on puisse apporter des informations à des parents, mais sans leur donner l'idée que nous sommes les meilleurs. Et dans plusieurs techniques, il faut vraiment avoir cette vision-là. Et je vous rejoins dans l'intérêt du portage chez tous les enfants. Je vous rejoins aussi, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et juste, je reviens pour le portage. Si on utilise la théorie de l'attachement, que ce soit pour le portage ou pour le pot à pot, nous avons des parents qui sont résistants. Nous avons des parents qui ne veulent pas, on a l'impression d'être obligé de les forcer. Et donc, encore une fois, il ne faut pas avoir cette attitude de jugement parce que derrière se cachent probablement des grandes difficultés dans ce bonding, de ce caregiving, probablement expliquées par une antériorité dans la vie de ses parents. Ça doit être simplement un signal d'alarme plus qu'une critique. Il faudrait peut-être introduire ces notions chez les professionnels des crèches.
Alors, si on parle des théories de l'attachement, je peux me permettre de répondre. Je sais que de sources très sûres que les éducateurs de jeunes enfants sont formés aux théories de l'attachement, de façon assez, précise. En tout cas, à l'IFRAS, on y tient beaucoup puisque pour nous, c'est une théorie fondamentale, dans l'accompagnement et l'accueil, de l'enfant et de sa famille. Normalement aussi, pour les CAP petite enfance, il y a aussi, une formation, enfin en tout cas des contenus apportés. Les auxiliaires de Les puériculture, ma collègue auxiliaires, va vous voilà, les répondre. auxiliaires de puériculture sont évidemment formés aussi à tout ça et les puéricultrices ont un très gros apport sur tout ce qui va être théorie d'attachement, sur le NIDCAP, sur tout ce dont a parlé le professeur Cizun. Donc c'est vrai que l'idéal dans les crèches, on sera tous d'accord là-dessus, c'est le binôme puère et éducatrice de jeunes enfants, puisque c'est un binôme de direction qui va être formé. Et 2 formations, ça veut dire 2 regards différents qui vont permettre d'avoir une approche de l'enfant assez complémentaire. Donc oui, c'est important de former les professionnels des crèches et c'est important d'avoir en tout cas à mon sens, ces binômes de direction. Il y a Jennifer Santamaria qui dit que oups, c'est remonté, pardon. Je suis infirmière en réanimation néonatale. Je souhaitais savoir votre avis sur l'hospitalisation de jumeaux lorsque l'un va mieux que l'autre non, je suppose. Doit-on les séparer pour que l'un puisse rejoindre sa maman en unité kangourou en laissant l'autre jumeau en besoin en soins intensifs? Alors, c'est forcément une question complexe dans laquelle il y a des challenges différents. Il y a un bébé qui a besoin de situations de repos alors que son frère est en soins intensifs. Séparer les enfants, c'est jamais bon, mais les laisser en même temps dans des environnements identiques alors qu'ils ont des besoins différents. Bref, typiquement, on peut avoir une réponse d'expert. Je suis l'expert et je décide que tel enfant va aller là. L'autre solution, c'est de dire, c'est une décision familiale. C'est-à-dire que dans cette complexité, nous pouvons être un soutien pour les parents et on va aider les parents à prendre la meilleure décision. Il y a pas une bonne décision là-dedans, il y a peut-être une qui est meilleure en fonction du contexte et en accompagnant cette décision d'un soutien des 2 parents. C'est typiquement le genre de choses dans lequel il faut que nous perdions notre, position unique d'expert. Il y a une autre situation que les professionnels aiment bien, c'est quand il y a des jumeaux dans un service de néonat, on a envie de les mettre tous les 2 dans le même berceau, lui faire du co-bedding. Il y a des parents qui n'aiment pas ça. Il y a des parents qui n'aiment pas ça. Et donc parfois, les parents quittent le service, il y a un enfant dans un incubateur et l'autre dans un incubateur et quand ils reviennent la fois suivante, ils sont tous les 2 dans un incubateur et n'ont pas participé au processus de dire: «Moi, j'aimerais bien que mes jumeaux soient dans le même lit». Et c'est assez typique, alors je ne dis pas que Jennifer fait ça, hein, mais c'est assez typique de notre capacité permanente à vouloir prendre le pouvoir sur des choses dans lesquelles l'expertise des parents, peut influencer au mieux. Et ce qui va permettre d'individualiser, parce que dans certaines situations, il faut maintenir les 2 jumeaux ensemble parce qu'on sait que pour la maman, ça va être quelque chose de primordial. Dans d'autres cas, la maman va s'organiser différemment, les parents vont s'organiser, on va faire intervenir une troisième personne qui peut être la grand-mère, de façon à ce qu'on réponde aux besoins de chaque enfant. Donc j'ai envie de dire à chaque fois individualisation et partage des informations et partage du pouvoir de décision. Si je peux me permettre, c'est effectivement là que prend tout le sens de ce que vous nous avez présenté en termes d'observation. Pour avoir quelques années de néonat derrière moi, je peux amener un tout petit témoignage très rapide. Effectivement, j'ai eu à prendre en soin des jumeaux, parfois qui s'arrachaient les sondes gastriques l'un l'autre parce qu'ils étaient à côté et très calmes quand ils étaient tout seuls. Donc ils nous ont bien fait comprendre que, ils aimaient pas être ensemble, en tout cas pas pour l'instant. Et donc les parents inclus, évidemment dans cette observation, acceptaient tout à fait qu'ils ne soient pas, dans le même incubateur. Comme des fois des jumeaux qui, s'ils étaient pas à côté, ils étaient pas bien avec, des chutes, au niveau, respiratoire, au niveau cardiaque. Donc voilà, c'est là que prend le sens de l'observation, c'est, qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Est-ce qu'eux, ils ont envie d'être ensemble ou pas?
et comment arriver à inclure les parents dans la décision des bébés, parce que finalement, c'est eux qui vont décider ce qu'il y a de mieux pour eux. Et là, notre rôle, c'est d'apprendre aux parents à repérer ce que leur nouveau-né, même prématuré, leur disent. Beaucoup de remerciements, en tout cas. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent aussi peut-être témoigner de pratiques professionnelles ou de vécu personnel, si vous le souhaitez? C'est jamais trop facile de prendre la parole en ligne. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, nous allons mettre en place, donc cette communauté, ces communautés et la collaboration entre ces communautés. Si vous êtes partant et intéressé pour participer sur des thématiques précises, à des échanges, des conversations, n'hésitez pas donc à nous envoyer vos coordonnées, nom, prénom et mail. On va vous mettre de suite les mails auxquels vous pourrez, à qui vous pouvez envoyer ces informations. Voilà. Un dernier mot peut-être, monsieur Sizan? Non, je vous remercie beaucoup d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir permis ces échanges. Alors, on a une dernière question. Est-ce qu'on y répond? Oui, bien sûr. Il y a Christine Calastrin qui dit que donc elle est éducatrice de jeunes enfants dans un multi-accueil et ils sont donc amenés à accueillir des nourrissons de 2 mois et demi. Comment accompagner ces bébés dans un collectif pour être au plus proche de leurs besoins d'individualité? C'est vrai que si on utilise le modèle de la théorie de l'attachement, 2 mois et demi, c'est tôt pour être éloigné des parents, puisqu'on est encore dans une phase où la construction de cet attachement n'est pas très solide envers quelques figures d'attachement. Et donc, ça pose la problématique de cette séparation précoce, dans laquelle il y a une grosse influence culturelle, sociétale, dans nos sociétés occidentales, qui sont contraires à ce qui se passe dans d'autres sociétés où cette séparation n'a pas lieu. Et donc, ça peut être des sujets de discussion très, très intéressants de comment adapter le travail en crèche sur des enfants qui ont besoin de construire leur figure d'attachement dans cette phase de grande vulnérabilité. Moi, je n'ai pas de réponse parce que c'est un questionnement qui est quand même presque sociétal. Parce que ça va vers le congé parental. Les Scandinaves ont développé le congé de 1 an, partagé obligatoirement entre le père et la mère, ce qui veut dire que le besoin de crèche est beaucoup moins important dans la toute petite enfance. Donc, ce sont des questions qui sont intéressantes d'ouvrir à la grande communauté de la société, en fait. Tout à fait. Eh bien, merci à tous. Merci Merci beaucoup. pour votre participation. À très bientôt.